bonjour à tous. Donc, je m'appelle Arnaud, j'ai 27 ans. J'ai monté Monsieur T-shirt il y a 4 ans et demi maintenant, sur le fail d'une première boîte. En fait. Donc, on s'est noté quelques trucs et je vais aborder ces points-là. Ce qui amène à pourquoi un peu je suis devenu entrepreneur. La vraie raison pour laquelle je suis devenu entrepreneur, c'est totalement le hasard. C'était pas du tout l'idée de j'ai toujours voulu monter une boîte ou ce genre de choses. Où la boîte qu'on avait trouvée voulait répondre à un problème et sauver l'humanité. Ça n'a jamais été vraiment ça, c'est plutôt une opportunité. J'étais en école de commerce à Grenoble. Mon premier stage où j'étais travaillé à Besançon. Alors Besançon, c'est dans la petite couronne à Paris. Vous prenez un bus le métro jusqu'à la Défense, après vous prenez un bus pour aller jusqu'à Besançon avec un costard cravate. Et c'était en juillet-août. Et je me suis dit, la boîte était cool, mais c'était pas fait pour moi ce genre de job. Je suis parti étudier à l'étranger, au Chili. Et en parallèle, un de mes grands frères, Vincent, qui a fait aussi une école de commerce, avec un de ses amis d'enfance qui a fait aussi une école de commerce, ont monté une boîte dans des applications mobiles qui vendaient des vêtements. Ils n'y connaissaient rien dans les vêtements. Ils ne sont pas devs non plus. Il y avait un chef de projet MOA en banque et l'autre qui faisait de la logistique dans les œufs. Donc pour se lancer là-dedans, et on a zéro contact dans la mode et compagnie, on n'y connaît absolument rien. Ils sont lancés là-dedans. Assez vite, avec l'idée d'une première boîte, on fait un beau business plan, on rentre dans des incubateurs parisiens, on va avoir quelques fonds type Partech et ce genre de fonds. Donc c'est chouette, j'ai l'impression que c'est un peu le rêve. Par contre, comme beaucoup de boîtes, ça ne gagne pas un euro. Alors que le modèle économique était très simple, il fallait vendre des produits. Donc c'est bien beau de vouloir réinventer la boucle, mais quand vous ne gagnez pas un euro, vous ne faites pas beaucoup de chiffre d'affaires, alors vous vendez des produits, c'est compliqué de gagner sa vie. En fait, je suis rentré en tant que stagiaire chez eux dans cette première boîte. Je suis devenu associé au fur et à mesure, et au bout d'1 an, j'en ai eu un peu marre. J'étais en année de césure à cette époque-là, et sur l'application qu'on avait, on vendait des t-shirts, et c'est le produit qu'on vendait le mieux, mais c'était quand même un postulat un peu léger parce qu'on n'en vendait pas non plus des millions. Et je dis à mes associés, je pense qu'il y a une opportunité sur ce produit-là. Par contre, il faut qu'on fasse un truc plus mainstream, non pas par une application mobile, mais par un site web, et avec comme simple postulat il faut qu'on trouve sur ce site des marques qu'on ne trouve pas facilement ailleurs sur le web. On a notamment en janvier 2013. L'autre raison qui m'a poussé à monter cette boîte, c'est que ma copine vivait au Portugal, et pour valider un stage à l'étranger, le mieux c'était de monter sa propre boîte. Donc c'est la vraie raison pour laquelle je suis devenu entrepreneur. Donc c'est vraiment le hasard. On a monté cette boîte donc avec mes 2 autres associés de la première boîte qui étaient en train de mourir, et on a cherché 2 autres associés à l'époque, un dev et un créa, pour avoir toutes les compétences nécessaires pour que la boîte puisse vivre pendant 2 ans sans qu'on ait à dépenser trop d'argent. Autant vous dire, après 1 an d'une première boîte qui avait galéré, on n'avait pas trop de thunes. Et on ne pouvait pas trop se mettre en risque. Quand vous allez voir un banquier et que vous avez déjà planté une boîte, il est quand même pas très chaud pour venir voir, et on ne voulait pas emprunter de l'argent non plus à notre famille, c'était pas trop l'idée de départ. Et on s'est dit, on lance une version super simple. On fait un PrestaShop classique. En back-office, on n'aura rien. C'est-à-dire qu'on vendait en système de marketplace. On avait une 40aine de marques on vendait sur notre site, mais c'est elles qui expédiaient la marchandise. Et je remplissais des Google Docs le soir avec mes partenaires pour leur dire machin qui habite à Angers a commandé un t-shirt de telle marque et il faudrait l'expédier. Et quand il est expédié, merci de mettre le code couleur jaune. Donc voilà, ça a commencé vraiment comme ça. On lance en mai, le 6 ou 7, je ne sais plus la date, et on vend une 20aine de produits le premier jour. On se dit c'est cool, on garde après cette traction-là pendant 2 mois. On commence à apparaître en première page sur le moteur de recherche Google sur des mots-clés comme t-shirt, donc avec une volumétrie intéressante. Pas mal de RP à l'époque, de relations presse. Et puis un jour, j'étais au Portugal et on fait notre seule et unique journée à 0 vente. Donc ça vous rappelle ce que vous avez vécu pendant 1 an, la boîte d'avant. Donc c'est un moment un peu délicat. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on a eu d'autres idées. Alors c'était vraiment le hasard parce que c'était en plein mois de juillet, donc vous ne faites pas fortune en mois de juillet quand vous vendez sur du e-commerce. On a fait évoluer notre système parce qu'on a rencontré pas mal d'autres soucis, c'est-à-dire qu'on avait 40aine de fournisseurs. Quand un client achetait 3 t-shirts, il y avait 3 fournisseurs différents. Il allait recevoir 3 colis différents, et encore s'il allait recevoir les 3 colis. Il y en a un qui était en vacances et qui ne nous avait pas prévenu, qui allait envoyer le colis 3 semaines après.
Et on s'est dit, c'est pas trop ce qu'on veut faire pour l'e-commerce, on veut vraiment faire une expérience simple pour les clients, où il n'y ait pas du tout d'insatisfaction, où on tombe sur un call center à Madagascar, où tout est galère. On veut vraiment faire l'expérience la plus simple possible. Et on veut aussi avoir une offre exclusive. Et l'offre exclusive, il y avait pas mal de sites qui se lançaient en même temps que nous. Tout le monde se partageait les mêmes marques. Du coup, on a commencé à créer nos marques propres. Moi, j'ai aucune compétence en design. Le premier visuel qu'on a fait, on l'a fait sur Paint. À l'époque, c'était la mode des photos avec les hommes politiques, notamment Chirac. Donc, on a fait ça. Ça a plutôt bien marché. On a cherché à faire sous-traiter la production et l'expédition de cette marque-là. Au bout de 2-3 sous-traitants, on voyait qu'ils ne faisaient pas l'affaire. On s'est dit, bon, ben, on va devoir acheter une machine. Et donc là, en l'espace d'un an, on venait de basculer un système où on s'imaginait vendre des t-shirts d'autres marques qui allaient gérer la marchandise et donc de gérer que des flux. Donc la bonne vieille boîte internet un peu idéale, à une boîte où on crée nous-mêmes, on achète de la marchandise, on a des gens qui impriment des t-shirts et qui mettent dans des colis. On fait du SAV et on le fait en France. Voilà. Donc l'histoire de la boîte a un peu changé à ce moment-là. Entre-temps, on avait lancé un second site qui s'appelait Madame T-shirt. Et depuis, on évolue dans ce sens-là. On était 100% à Paris au début. Maintenant, on a encore un bureau à Paris. On a 8 personnes. Et on a déménagé toute la partie logistique, commerciale, RH, contrôle de G, tous ces nouveaux métiers qui se créent quand la boîte grossit, à Lormont. On est tout proche de Bordeaux, où on a un entrepôt. Donc on a beaucoup plus de machines maintenant que même d'hommes dans la boîte. On est 35 dans l'équipe. On va monter à 55 à Noël, parce que la période de Noël est un gros rush pour nous. On est une boîte rentable depuis le premier jour. On n'a jamais levé de fonds. On n'a jamais été voir de fonds sur les 3 premières années de la boîte, parce que ce n'était pas notre priorité, on n'avait pas besoin. On gagnait de l'argent qu'on réinvestissait pour que la boîte grossisse. On a commencé à payer des gens, des stagiaires, puis des salariés avant de se payer. Tout ça pour que la boîte puisse grossir. Donc on peut faire du e-commerce rentable, c'est possible aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent un peu l'industrie de la fashion sur l'homme, le gros mastodonte en France qui vient de tomber, c'est Menlook. Il s'est construit à l'inverse de ce qu'on a fait, c'est-à-dire que Menlook c'était un immense catalogue avec un risque énorme parce qu'il ne faisait que revendre d'autres marques, donc il achetait du Hugo Boss, du Diesel, ce genre de choses, avec des marques qui sortent des collections tous les semestres. Donc lorsque vous avez des invendus, il faut déstocker, donc il faut brader. C'est la guerre des prix. Nous, on ne se bat jamais sur le prix. Tous nos produits sont toujours vendus à 25 € sur le site. 95% de notre offre est disponible en exclusivité chez nous. Donc on n'a pas besoin de se battre avec un Zalando ou une autre enseigne qui vendrait moins cher que nous pour 10 ou 20 centimes. On ne rentre pas du tout dans la guerre des prix et on ne rentre pas non plus dans la guerre du volume. Quand vous essayez de faire un business où le prix est important, pour être rentable, il faut du coup avoir le plus gros volume et pouvoir écraser les autres. C'était le pari qu'avait fait Menlook et qui n'a pas marché aujourd'hui. Nous, on a plutôt eu le parti, on pourrait être déjà beaucoup plus gros, avec plus de salariés, plus de chiffre d'affaires, rentabilité peut-être pas supérieure, mais accepter d'autres business en lien avec ce que l'on fait. On a toujours décidé d'être assez focus sur ce que l'on faisait, mais d'être les meilleurs sur une activité qu'on intègre. Donc nous, on fait de la vente de t-shirts que l'on fabrique en flux tendu à Lormont. Voilà, c'est notre job, il est simple, mais aujourd'hui, ça permet à un peu plus de 35 personnes directement d'être salariés dans la boîte. Et en tous les gens qu'on fait bosser, c'est une centaine de personnes qui vivent grâce à sa boîte. Voilà pour une rapide présentation. Après, je ne sais pas sur quel sujet vous voulez aborder en particulier ou sur quoi vous voulez rebondir sur un peu sur notre expérience. Sur ton business model, ouais. Qui apparemment est différenciant justement des gros concurrents, qu'est-ce qui t'a permis de le peaufiner, d'arriver à le trouver? C'était l'expérience de la boîte où tu étais avant qui s'était plantée? C'est beaucoup de pragmatisme en fait, parce qu'on le voit, le business model de la boîte il a vraiment changé. Au début on prenait qu'une commission sur les ventes, c'est pas nous qui créons les visuels, c'est pas nous qui les expédions les visuels, on chargeait pas de ça, on prenait juste une commission. Mais d'un côté la valeur ajoutée qu'on apportait, elle n'était pas non plus énorme, donc les barrières à l'entrée étaient assez faibles. Et on s'est dit, d'une part, si on garde cette offre-là, on va devoir réduire nos marges
au fur et à mesure parce qu'il y a tout le temps des nouveaux acteurs qui vont arriver, donc on va rentrer dans une guerre des prix. Du coup, on va intégrer la chaîne de valeur et au lieu d'être juste un intermédiaire dans la vente, on va prendre toutes les étapes de la chaîne de valeur, hormis une seule, qui est la fabrication de la base vierge. Ça, on sous-traite avec des grossistes, des gens qui font mieux le job que nous. C'est pas notre job de fabriquer un t-shirt blanc ou un t-shirt bleu. Ça, on ne sait pas le faire. Par contre, on sait tout faire de la création du visuel jusqu'à l'impression, la logistique et la vente au client final. 98% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, il est fait par la vente directe aux clients. C'est-à-dire qu'on ne revend même pas à des distributeurs qui viennent prendre dans le business de la mode. Vous vendez entre 2 et 3 fois moins cher par un détaillant par rapport au prix de vente publique que vous avez. Donc un t-shirt que vous avez trouvé 25 € au Galeries Lafayette, généralement ils l'ont acheté 10 €. Et souvent plus vers 7, parce qu'ils sont un peu plus forts que vous. Donc ça, d'avoir intégré la chaîne de valeur, c'est clairement un truc qui nous a différenciés. On a toujours eu le souci du client, c'est-à-dire qu'avant d'essayer d'être gros, on a essayé de bien servir nos premiers clients. Certains de nos concurrents directs ont fait l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont levé des fonds, donc ils ont eu beaucoup d'argent très tôt, et donc ils ont essayé d'avoir beaucoup de clients très tôt, mais sans avoir non plus la structure, l'équipe qui permet de bien traiter ces clients-là. Du coup, vous servez cette ligne de clients, 1000, 10 000 ou 100 000 clients, mais vous les servez mal. Donc vous faites une première expérience déceptive, et lorsque vous faites une première expérience déceptive, vous allez ramer de chez ramer pour faire revenir un client chez vous, ou sinon, du moins qui ne parle pas en mal de vous. Donc nous, nos concurrents directs, c'est les problèmes qu'ils ont eu. Nous, on a une croissance du coup plus lente, mais beaucoup plus maîtrisée. Et un des meilleurs critères par rapport à ça, c'est quand vous allez sur notre site, on a la note client qui est affichée, qui est aussi entre 4,7 sur 5 et 4,8 sur 5 suivant les périodes. Et en fait, plus la boîte grossit, plus la note s'améliore. C'est-à-dire qu'on s'est continuellement amélioré, sachant qu'on était parti d'une bonne base, généralement on était à 4,4, 4,5 sur 5. Ça, c'était une grosse différence, c'est de ne pas chercher à répondre à un business model qu'on avait vendu à des fonds, à dire on fera 2 millions, 4 millions ou 10 millions à la fin de l'année, et du coup il faut absolument faire ce chiffre d'affaires coûte que coûte, sans se préoccuper de la qualité de ce qu'on a envoyé ou sans se préoccuper du coût d'acquisition par exemple du client, puisque vous avez de l'argent, vous pouvez le perdre, ce qu'on vous demande. Nous, on n'avait pas cet argent-là, il fallait gagner de l'argent sur la première vente. Il y a beaucoup de business models dans le e-commerce où on vous dit vous ne gagnez pas d'argent sur la première vente, mais sur la deuxième ou sur la troisième vente, vous allez commencer à gagner de l'argent. Nous, notre postulat, c'est de dire on ne sait pas si le client va revenir 2 fois ou 3 fois, donc au moins il faut gagner de l'argent dès la première vente. Et c'est ce qu'on s'est attaché à faire. On n'a pas voulu tomber dans le marché de masse. Le marché de masse dans le t-shirt, il est entre 9 € et 15 € en France. C'est le concurrent direct que vous allez avoir, c'est des H&M, Jack & Jones, ce genre d'enseigne. C'est un marché qui est saturé, il n'y a aucune valeur ajoutée à prendre. Vous êtes beaucoup plus petit qu'eux, donc vous allez acheter la marchandise dans tous les cas plus cher qu'eux, et vous allez la vendre au même prix, donc vous allez gagner moins d'argent, et en plus vous êtes plus petit. Donc ça ne peut pas le faire. Nous, c'est vraiment, il y avait un autre marché qui était le marché du t-shirt à 35-40 €. Ça, nous, on considère que c'est un marché de niche trop petit aussi, et un peu mensonger pour le client qui pense acheter de l'excellente qualité, et ce n'est pas toujours le cas. Donc nous, on a varié dans le temps, mais ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on est stabilisé aux alentours de 25 €, qui était vraiment le prix qui permettait d'avoir le rapport qualité-prix qui était le meilleur pour notre client, tout en défendant une marque et en défendant une boîte qui puisse être rentable. Vas-y. Du coup, là, si si vous avez trouvé votre business model, que vous ne cherchez ni à faire du masse ni à faire du trop niche, l'étape suivante, la suite de l'entreprise, c'est... Alors nous, on est quand même sur un marché grand public. Quand je dis masse, nous, on veut quand même se positionner sur un marché de masse, pas sur le premier niveau, à savoir le marché qui rentre par le prix, mais on veut être sur un marché de masse au niveau d'une marque. C'est-à-dire que nous, en France, on veut dépasser le million de clients annuels. Donc on a encore quelques étapes à faire. À la différence de nos concurrents, on ne cherche pas à l'étranger. On n'a jamais cherché à l'étranger, le site est qu'en français. Et on ne va pas chercher à le faire l'année prochaine non plus. On pense que le marché est suffisamment gros en France. Par contre, ça nous prend du temps de construire vraiment une marque, d'avoir un branding et d'être reconnu comme tel. Donc on se positionne là-dessus. Je pense que
On est une boîte qui peut, à horizon 3 ans, faire entre 12 et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et à horizon 5 ans, entre 25 et 30. Donc ça rêve. On n'a pas l'ego de dire on veut faire 100 millions ou 500 millions, c'est pas ça qui nous motive. Croître, c'est important parce qu'on a une équipe qui est motivée par ça. Si demain on arrive et qu'on annonce le plan pour l'année prochaine et qu'on leur dit le but c'est de faire 5% de croissance, je pense que tout le monde démissionne de la boîte. Parce que c'est pas du tout ça qu'on leur vend depuis le début et on n'est pas du tout animé par ça. Et moi le premier, je pense qu'en gestionnaire juste sur une boîte qui est à l'équilibre, je serais catastrophique. Donc c'est pas du tout ce qu'on peut faire. Donc on est un peu contraint par notre propre mentalité à aller chercher de la croissance rapide. C'est-à-dire que cette année par exemple on va faire 50% de croissance par rapport à l'an dernier. Donc ton activité elle est quand même chamboulée. Mais on n'a pas d'objectif à dire on va faire 100 ou on va faire 50 millions d'euros. Et on n'a personne à qui rendre de compte en fait. Donc on a quand même cette liberté-là. Tu nous dis qu'il y a une partie du coup branding à faire, une image de marque à créer, tout ça, et comment ça s'articule? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, nous, notre cœur de métier pour faire venir des gens sur notre site, c'est Facebook. Si vous n'avez jamais vu de pub de t-shirt sur Facebook, c'est qu'on a du boulot encore à faire, mais généralement, pas mal de monde en a vu. Et en fait, les gens ne savent pas trop de quel site ça vient, parce que tout le monde fait un peu la même tambouille, tout le monde se copie. C'est un milieu où il y a pas mal d'acteurs qui ont une éthique légère et modulable, donc qui se permettent un peu tout. Donc les gens vont arriver par le produit en fait, sans savoir que c'est par exemple l'équivalent d'un carte ou un Event Paris ou n'importe quoi, vont acheter le produit qu'ils ont vu et pas forcément mémoriser la marque que c'était. Et du coup, nous, notre job maintenant, c'est bien évidemment, il y a des gens qui vont encore rentrer par le produit grâce à Facebook, mais c'est aussi de faire rentrer des gens par la marque en appuyant sur des actifs qu'on pense être meilleurs que d'autres. Clairement, on fait du flux tendu en France aujourd'hui sur un métier qui a complètement disparu, faire du textile en France. On a 10 salariés dédiés à ça aujourd'hui et on en aura 27 à Noël. Le fait que notre SAV est totalement en France, mais totalement transparent sur ce genre de choses. On ne travaille que sur du textile bio. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on a négligées pendant longtemps, mais qu'aujourd'hui on doit un peu mieux regrouper pour parler au nom de la marque, ce qu'on n'a pas suffisamment fait. Question au niveau des circuits de commercialisation. Moi, la façon dont je le comprends, c'est que vous êtes un peu le slip français du t-shirt. On ne fait pas tout à fait la même chose, au sens où on ne fait pas non plus fabriquer tout de A à Z nous en France. On achète des textiles en Asie du Sud-Est et on le transforme en France. On aurait le droit de dire qu'on fait du Made in France. On ne le fait pas parce qu'on estime que c'est un mensonge, mais la législation française nous autoriserait à dire qu'on fait du Made in France. Beaucoup de produits, t-shirts que vous achetez qui sont Made in France, ils sont faits dans des conditions moins Made in France que nous on fait. Alors que nous, on n'enlève pas d'étiquette et c'est marqué la provenance, quoi. Après, c'est une question plutôt d'honnêteté intellectuelle et nous, on est passé sur des émissions comme Envoyé spécial ou des émissions de France 5. Si vous avez fait une merde quelque part, vous allez mal dormir le soir après l'émission quand même. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire, quoi. Ouais. Vous avez dit vendre 20 t-shirts le premier jour. Vous avez fait ça comment en fait? Alors, le premier jour, comment on a fait? On a eu plusieurs techniques. On avait fait, grâce à la première boîte, on avait quelques contacts sur des blogs, des webzines, ce genre de choses. Donc on a vu pas mal de parutions le jour du lancement. On avait fait un truc très sale, mais comme quoi Facebook c'est déjà important. J'avais récupéré une trentaine d'accès au compte d'amis à moi. Et j'ai envoyé le premier jour des messages inbox en one-to-one à l'ensemble des contacts de ces 30 personnes. Parce que quand tu fais un message que tu envoies à tous, il y en a un qui va lire le truc et après tout le monde va voir à quitter la conversation, et personne ne va lire le truc. Et c'est un truc tout con, mais ça a permis vachement de fédérer ce qu'on appelle le premier cercle, les gens qui te connaissent ou qui ont déjà entendu parler de toi et donc qui ont ce capital sympathie, qui sont prêts à te filer 20 balles, 30 balles, 35 balles parce qu'on a attendu que tu montais une boîte. C'est vraiment ces gens-là qu'on a touchés au tout début. Et après, tu as le second cercle, c'est les gens qui sont en contact avec ces gens-là et qui on va entendre par le bouche-oreille, ce genre de choses, ou qui vont attendre que la boîte où on en parle le premier jour, c'est bien, mais que en fait, 2 mois après, on en parle encore, donc c'est peut-être une boîte sérieuse. Et puis après, il faudra réussir à toucher le troisième cercle, qui est des gens qui te connaissent, Linda dans le dev, qui est agriculteur dans la Creuse, ou qui travaille dans la finance à Paris, et que tu n'as jamais croisé en soirée ni en vacances. Mais on s'est vraiment appuyé sur le noyau de gens que l'on connaissait au début, et puis c'est
Alors c'est le meilleur moyen de tester son produit et le pire. Parce que tu as plein de gens qui veulent pas être méchants avec toi, donc ils te disent que c'est génial. Et ça c'est le pire. Tu en as besoin un peu, mais c'est le pire parce que ça ne fait pas progresser. Et tu as les gens qui sont complètement objectifs avec toi et qui osent te dire ouais c'est bien, mais j'ai reçu par mon colis 2 jours en retard ou ça c'était froissé et compagnie. Et ça te permet de progresser. Donc c'est pas ce que tu recherches au début quand tu as galéré pendant 6 mois, mais en fait d'avoir des gens qui te disent c'est de la merde ce que tu fais, c'est quand même utile. C'est chiant à écouter, mais c'est bien. Oui. Tu disais tout à l'heure que tu n'as pas fait de levée de fonds encore. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire dans le futur On n'a pas fait de levée de fonds. Notre parti, c'était pas de dire les fonds et tous ces gens-là sont des cons. C'est pas du tout ça notre vision. Notre plan initial, c'était de dire on veut montrer qu'on est capable de monter une marque de t-shirt sur du e-commerce rentable en France. Voilà. Et ça, on l'a fait, cette preuve-là. Maintenant, comme je disais, notre motivation, c'est quand même la croissance parce qu'on apprend plein de choses quand la boîte, elle passe de 1 personne à 10 personnes, puis à 35, et j'espère demain à 50, voire 100 personnes. C'est hyper challengeant pour moi-même, pour mes associés et pour nos équipes. Si demain, pour aller plus vite et aller plus loin, parce qu'il y a des concurrents qui arrivent ou parce qu'il faut aller investir massivement en logistique ou sur une nouvelle machine ou sur une chose comme ça, on doit absolument lever des fonds, on l'étudiera. C'est pas fermé. Par contre, aujourd'hui, je passe pas mon temps à aller voir tous les leveurs de fonds ou tous les fonds parisiens. On en connaît, on en côtoie, on se tient au courant régulièrement avec certains. Après, si un jour il y a un bon fit et qu'il y a un bon projet derrière, mais c'est pas une fin en soi, quoi. C'est pas une motivation. C'est pas pour l'ego qu'on ferait ça. Sur la première boîte, si on avait pu le faire, on l'aurait fait, mais on l'aurait fait déjà pour survivre. Mais je pense plus pour l'ego. Parce qu'on était dans un écosystème un peu parisien, entouré que de gens qui levaient des fonds ou qui disaient qu'ils allaient lever des fonds. Et on voyait ça un peu comme une finalité. Aujourd'hui, je pense qu'avoir créé 35 emplois, c'est une meilleure finalité qu'avoir levé 300 000 ou 1 million d'euros. Ça se tient un peu plus, quoi. Donc on a un peu grandi par rapport à ça. Par contre, si pour que ces 35 salariés aujourd'hui-là, on puisse leur offrir encore plus d'opportunités pour l'avenir et qu'ils aient un job encore plus stimulant et compagnie, on doit passer par une case levée de fonds, on le fera. Voilà. C'est juste une question de challenge. D'un point de vue au niveau en termes de marge, quand vous lancez une prod, si vous avez une commande, un run, une série, elle est de combien? C'est-à-dire le coût de revient Non, pas le coût de revient, mais c'est-à-dire. Le coût de revient, tu te doutes que je ne vais pas te donner, mais. Non, mais je pose une question. Je veux dire, vous lancez 100, mettons, il y en a plein stock, on en 100 000. On n'a jamais de rupture de stock. On a mis en place un système qui fait qu'on stocke de la base vierge et qu'on fabrique après que la commande soit passée. Voilà. On va à l'encontre de ce que fait l'industrie du textile depuis des générations, qui fait des précommandes 6 mois, 1 an ou 1 an et demi à l'avance en Asie auprès de ses revendeurs qui commandent, et si après c'est un carton, mais en fait la marchandise elle arrive de Chine et il n'y a plus de stock, on ne peut plus en vendre plus, et ce genre de choses. Nous on s'est affranchi de cette contrainte-là, c'est-à-dire qu'on transforme tout en flux tendu après la commande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les commandes qui sont passées jusqu'à 14 heures, on les a traitées en temps réel, c'est-à-dire qu'on a transformé un produit, un t-shirt blanc, un t-shirt fini, emballé et envoyé au client. Nous, notre promesse, c'est que chaque commande passée avant 14 heures soit expédiée à 16 heures le jour même. Donc, ça t'offre quelques mauvaises journées, mauvaises soirées et mauvais week-ends. Parce que l'inconvénient du flux tendu, c'est qu'il faut réussir à faire varier ton activité en fonction des pics d'activité que tu as dans l'année. Donc, il y a des moments où on ne dort pas beaucoup. Mais par contre, déjà, ton stock, il ne perd pas de valeur parce que tu stockes des bases vierges que tu vas tantôt imprimer avec le visuel X, tantôt imprimer avec le visuel Y, et non pas, par exemple, ton t-shirt, ou si tu en as commandé 5000 en Chine il y a 3 ans, tu en as encore 1500, qu'est-ce que tu en fais, quoi? Vente privée. Et vente privée pour conserver une image de marque, c'est quand même compliqué parce que comment expliquer à un consommateur que tantôt il peut acheter un produit 25 € et tantôt il peut l'acheter 8 €. Nous, c'est pareil, c'est une verticale qu'on pourrait adresser aujourd'hui et qu'on refuse de faire parce que pour une image de marque, c'est catastrophique. Pour tes clients, on ne peut pas le faire. Ouais. Est-ce que tu as eu des hacks pour genre passer des paliers, genre le nombre de clients ou des choses comme ça genre... Facebook. Autre que ça, non? Ouais, mais Facebook, il y a 2 ans, c'était un hack en fait. Parce que
les gens ils refusaient de mettre de l'argent sur Facebook. Maintenant, c'est devenu dans la tête de tout le monde que sur Facebook, on peut mettre des budgets et compagnie. Mais au tout début, quand on a commencé à mettre de l'argent sur Facebook, tout le monde disait, mais pourquoi tu fais pas de l'AdWords, pourquoi tu fais pas de l'affiliation, pourquoi tu fais pas du Go Shopping? On dit, mais non, mais ça on sait pas faire, en plus on est nul, on perd de l'argent, on n'y arrive pas. Par contre, Facebook, on sait faire et ça marche bien. Donc vraiment, le gros hack qu'on ait fait, c'était ça. Et aujourd'hui, on a pris de l'avance parce que sur Facebook, ça fait arrogant de dire ça, mais c'est un job qu'on fait bien. Et le showroom à Paris, c'était comment? Ça, c'est le hasard. Ça, on va dire c'est une erreur. Une erreur, mais qui derrière s'est transformée en un truc plutôt bien pour la boîte. Là, on revient dans le scope un peu écosystème parisien. On est un peu entre soi. Et quand on commence à marcher, c'est bien d'ouvrir une boutique éphémère. C'est bien, ça fait bien, c'est cool. Donc c'est ce qu'on a fait. Et on a ouvert pile dans le quartier où il faut, le Marais, rue de Turenne. Il y a 0 flux. Alors qu'on vend un produit où on a des marges, mais il faut quand même en vendre beaucoup dans une journée pour rentabiliser un loyer parisien. Donc on fait ça, on ne perd pas d'argent, on ne gagne pas d'argent, on fait 2-3 bonnes soirées avec des potes, donc c'est cool dans la boutique, et pourtant on n'a pas appris grand chose. Par contre, cette même année-là, il y a la promenade Sainte-Catherine, c'est l'année où ils ouvraient, qui nous appelle en octobre, novembre, je ne sais plus, genre 3 jours avant l'inauguration, pour nous dire en fait on a une cellule qui est vacante, est-ce que vous pouvez l'ouvrir? On a dit oui. Alors qu'on ne savait absolument pas comment faire, on n'avait pas de marchandises, pas de meubles, c'était la catastrophe. On a dit oui, on a essayé de négocier le tarif, ce qui était une mauvaise idée, vu que ça a bien marché après. Alors on a failli perdre le truc pour vraiment des conneries de genre radin, mais c'est bien d'être radin quand vous montez une boîte et que vous voulez être rentable, parce que sinon vous êtes sûr de perdre de l'argent. Et en fait, ça nous a fait découvrir ce monde, mine de rien, de la vente physique. Et aujourd'hui, par exemple, on a 3 boutiques physiques, que on ne pensait pas être. Et en fait, on ouvre notre première boutique permanente à Bordeaux. En novembre, où là ça va être un test et justement on va dire ce modèle de la boutique en propre. On en a fait 9 des boutiques éphémères, donc on commence à en faire un petit paquet. On sait ce qui marche, ce qui marche pas. Là c'est le premier test, c'est qu'on a mis un modèle différent, c'est qu'on a acheté un magasin, on a des architectes qui font des travaux et compagnie, et on va voir si on est capable d'être rentable sur ça. Donc c'est vraiment un levier de développement pour l'avenir. Après on n'est pas sûr que ça marche. L'ADN ça reste le web, mais on se teste sur ça. Étant donné que l'ADN c'est le web, ouais. En termes d'UX sur ton site, ça a été pour toi une priorité dès le début, ou est-ce que ça le devient de plus en plus, ou comment tu te situes par rapport à ça? Ouais, alors nous, je suis quelqu'un de très pragmatique. Je suis pas un grand créatif, mais je suis très pragmatique et très observateur de ce que nos concurrents font. Et on pense par exemple que plutôt que d'avoir des idées de génie, regarder un site comme Asos, c'est une bonne idée. Parce qu'eux, par contre, ils ont les moyens de payer des génies qui trouvent des UX malignes et des comportements malins. Donc on est très observateur sur ce que font les autres pour essayer de faire une expérience très simple. Donc ouais, on s'est toujours posé cette question-là pour que le site soit le plus fonctionnel possible. C'est notre gros défaut, c'est que du coup, il manque terriblement de branding. Donc c'est qu'aujourd'hui, on est en train de changer, et ce qui va changer très prochainement. Et ce qui a évolué en 4 ans, c'est le mobile. C'est-à-dire que l'UX mobile que vous avez il y a 4 ans, autant c'était pas très grave parce qu'il n'y a pas forcément un trafic mobile de fou. Aujourd'hui, quand vous faites de l'acquisition Facebook, quand vous avez une UX mobile qui est moyenne, vous payez un visiteur qui va aller sur un site avec une expérience dégradée. Et c'est quand même un petit peu dommage. Donc aujourd'hui, notre priorité des priorités, c'est l'UX mobile. Même plus que web, desktop, on va dire. Parce que desktop, on a une formule qui marche bien. On a des bons taux de conversion, on a des bons comportements sur le site, il n'y a pas de gros soucis par rapport à ça, on pourra ajouter quelques touches de vernis, mais on n'a pas besoin de réinventer la boucle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en train de bosser sur une UX où la seule priorité c'est le mobile. C'est-à-dire que le web, on ne se pose même pas la question de ce qu'on fera sur le web, c'est de dire l'expérience qu'on veut avoir sur le mobile demain, c'est quoi. Et on travaille que sur ça. Et le web après on déclinera, on reprendra les formules qu'on a aujourd'hui et qui marchent plutôt bien. Mais le mobile, c'est ça. Ça doit être l'immense priorité de toutes ces boîtes e-commerce. Nous, on est à la différence d'une boîte comme Vente Privée, Showroom Privé ou Captain Train qui est devenu Trainline, Voyage SNCF, où les gens vont télécharger l'appli pour acheter le bien qui est vendu dessus parce que c'est leur format qui s'y prête. Les gens ne téléchargeront jamais une appli Monsieur T-shirt, ou sinon vous aurez 2000 downloads, ça ne sert strictement à rien. Il faut être capable de faire venir les gens parce que vous leur envoyez un emailing,
parce qu'ils ont vu quelqu'un dans la rue qui a un t-shirt, Monsieur T-shirt et compagnie, ou parce qu'il a vu une pub Facebook. Et c'est pour ça que nous, les applis, c'est pareil, c'est pas notre débat, on s'en fout. Et puis on a une mauvaise expérience par les applis mobiles aussi par le passé quand même, donc je pense que par rapport à ça, on est un peu refroidi. Quand tu dis vous avez des équipes dédiées à l'optimisation de la conversion, etc. sur mobile et sur la tech, ou comment ça se passe? En fait, aujourd'hui, on est 35. On est 35 salariés, on a tout type de job. On a des gens qui travaillent à la production, on a des vendeurs, on a des gens qui répondent au téléphone pour le service client, RH, contrôle de chez commercial. Mais on a aussi pas mal de graphistes, on a aussi une équipe de dev en interne. En fait, on fait tout en interne. On a 0 prestataire extérieur, que ce soit sur la logistique, le dev ou le commercial. Toutes les fonctions sont internalisées dans la boîte. Donc on est autonome en termes de dev comme en termes d'UX. Après, aujourd'hui, on réfléchit sur l'UX à travailler avec une agence, avec un free, quelque chose comme ça, pour ne pas être que dans l'entre-soi, parce que c'est toujours risqué de rester toujours avec la même équipe et de s'auto-alimenter avec ses propres idées. Des fois, c'est bien d'aller chercher des gens qui ont des idées autres que les contraintes, parce que le site il est comme ça, parce que tu te rappelles pas, il y a 2 ans on avait ce bug là, ou parce qu'on a cette contrainte là du mec à la logistique et compagnie. D'arriver avec quelqu'un qui a un esprit neuf, c'est bien. Mais 99% de ce que l'on fait est fait en interne par nos équipes. Et ton choix il se porte plus sur aller bosser avec une agence que recruter? Sur l'UX, oui. Sur l'UX, oui. Sur le dev, non. Parce que c'est Bordeaux ou c'est parce que... Alors nous, le mauvais sujet, c'est que l'UX et le dev, c'est à Paris. Donc nos équipes sur cette partie-là technique sont toutes à Paris. Donc on avait un dev à Bordeaux, mais qui maintenant est à Paris. Ça ne veut pas dire que tous nos devs seront toujours à Paris toute la vie, mais c'est comme ça. Non, c'est parce qu'on pense qu'on a la bonne équipe. On pense que les gens qu'on a sont bons. Ils ont déjà fait leurs preuves et qu'il n'y a pas besoin de les chercher forcément ailleurs. C'est tout. Ouais. Moi, quand je pense à Monsieur T-shirt, j'ai vu vos pubs et c'est vraiment des t-shirts à message, comme tu l'as dit. Et il y a pas mal de sites, moi je connais Teespring par exemple, qui fait des t-shirts où c'est facile de designer un message écrit. Voilà, je veux savoir ce que tu penses est-ce que tu les vois comme des concurrents, Non. Alors je suis très ami avec Teasily, qui est le copycat de Teespring, qui est une boîte avec une croissance folle en France. Et dans le monde entier, puisqu'il va même aller concurrencer Teespring aux États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui ne doit pas bien dormir toutes les nuits, quand même, parce que ça va tellement vite que c'est vraiment fou. La chance que nous, on a une boîte qui va vite, mais ça n'a rien à voir avec cette boîte-là. Des concurrents, non, en fait, le truc c'est que le marché t-shirt, il est énorme. Tu as des gens qui vont aller personnaliser leur t-shirt avec la photo de leur grand-mère pour sur les 80 ans ou pour le VG du coin. Tu as le mec qui refuse de mettre de l'argent dans un t-shirt, qui va acheter un t-shirt à 3 balles, qui le soir va te dire ah ouais mais tu sais pas comment il est fait et compagnie, mais qui va quand même s'acheter lui le t-shirt à 3 balles parce qu'il est radin et qu'il ça le fait chier de mettre plus de pognon. En fait il y a plein de segments différents avec plein de marchés différents. Et en fait Teespring et Teasily c'est des marchés différents pour une simple et bonne raison que l'âge de la clientèle ne correspond pas avec l'âge de notre clientèle. C'est une clientèle plus âgée. Donc c'est pour ça qu'on est sur 2 créneaux différents. Mais c'est un très bon acteur, qui est en difficulté par contre, qui a des gros soucis aux États-Unis, qui a été ultra valorisé à une époque. C'était vraiment la licorne américaine dans le e-commerce. Et aujourd'hui, c'est en train de changer un petit peu. Tu nous as parlé de Facebook. Ouais. En termes de stratégie, de budget marketing, tu peux nous en dire un petit peu plus Alors le budget, je ne peux pas te le dire. Mais qu'est-ce que je peux te dire sur Facebook? Ton client, c'est qui? Les outils de Facebook sont super bien faits. Déjà, le Power Editor, c'est difficile de faire mieux. Je pense que Google AdWords ont un peu les boules d'avoir un outil si compliqué par rapport au Power Editor de Facebook. C'est hyper didactique, c'est hyper simple pour le ciblage, c'est quand même top. Après, on va dire qu'on a différentes stratégies en fonction des cibles que l'on veut avoir et que vous pouvez facilement atteindre sur Facebook. Si vous posez la question, et une question qui est importante, de pas vous ce que vous consommez, mais ce que ces cibles consomment. Voilà. Je
pense qu'on a mis un peu de temps à sortir de ça. Mais tout le monde ne va pas bouffer au Santosha le jeudi soir. Tout le monde ne lit pas Idéat ou Tsugi. Tout le monde n'est pas fan des Girondins de Bordeaux. Voilà. Quand on s'est posé ces questions-là et qu'on a réussi à mettre les choses à plat, ça a plutôt bien marché. Ouais. En termes de stratégie de fidélisation client, vous avez un taux de réachat derrière qui est intéressant. Et quelle stratégie vous mettez en place? Vous envoyez des bons d'achat ou un pourcentage sur des gens qui ont déjà acheté, des partages Alors il y a deux choses par rapport à ça. On n'est jamais assez bon pour la fidélisation des clients. Jamais. Le mec qui dit qu'il est bon, il est voué à mourir. Parce qu'il faut toujours se renouveler justement pour faire revenir son client. Quand il vient la première fois et quand il va venir la seconde, l'action que tu as mis en place va être forcément différente entre la deuxième et la troisième fois. Donc on s'est vachement concentré sur faire vivre une première expérience idéale. Ce qui fait qu'aujourd'hui notre modèle il est rentable et c'est chouette. Par contre on ne s'est pas assez concentré sur une fois que le mec est client, et en plus il a consommé chez nous, il est super content de son achat, il nous note super bien, comment on va le réactiver derrière? C'est pas on était le meilleur. Donc je ne vais pas te donner 20 000 leçons. On fait de l'emailing forcément, on fait du SMS, on teste du SMS, on fait du retargeting par Facebook, on fait plein de choses. Mais d'une part, on a un outil CRM qui est un peu défaillant, donc on peut faire mieux. Et d'autre part, ça n'a pas été notre focus. Donc on est parti du principe que fidéliser un client, c'est d'abord lui faire vivre une première bonne expérience. Donc ça, on sait le faire maintenant. Et maintenant, il faut qu'on soit meilleur sur les outils pour réactiver, ça. Le coût d'acquisition d'un client est relativement cher. Ouais. Le fidéliser, c'est le bonheur. Ouais, t'es prêt pour aller pitcher devant un fond, quoi. Le repeat business, quoi. Vous avez des box aussi? Ouais, alors c'est un produit encore différent, pour un comportement différent. Ouais, c'est un produit qui marche bien. Mais c'était pas dans cette logique de fidélisation d'un client. C'est encore un comportement, une motivation d'achat différente. Les gens qui vont acheter des box, c'est encore très différent. Je ne le mettrai pas dans la logique de fidélisation. C'est une autre verticale qu'on a lancé, un autre produit, comme les boutiques par exemple, qui est une autre verticale qu'on a lancé. Mais ouais, le repeat business, les fonds ils adorent ça. Et le repeat, c'est quoi? Et tu leur dis, mais ça leur plaît et tout. C'est quoi le repeat business? Ton coût d'acquisition, c'est quoi? Et toi tu dis, bah je sais pas. Et la croissance pour votre business model des box, comment ça se passe? C'est-à-dire? Enfin, quand est-ce que vous l'avez lancé? On l'a lancé en novembre 2016, donc c'est quand même un produit super récent. Zéro budget communication dessus, juste visible sur le site parce qu'on fait venir quand même du monde sur le site et il faut que les gens tombent par hasard sur ce produit-là. On se donne 1 an pour apprendre à faire ce job, envoyer une box tous les mois versus envoyer un t-shirt à un client qui commande comme ça. C'est 2 métiers très différents, on ne dirait pas, mais tu as des problématiques bien différentes et des attentes différentes. On progresse bien, la croissance elle est sympa. On a lancé sur la femme dernièrement en mai ou juin, je ne sais même plus la date. Je pense qu'on aura un modèle qui tiendra bientôt la route. Mais c'est pas notre cœur de métier. C'est des produits de développement que l'on met en parallèle et compagnie, mais c'est pas notre cœur de métier. On y croit quand même. Mais... Ouais. Tu parlais de ta première expérience où vous étiez plus dans le milieu parisien, ouais. Où vous regardiez des levées de fonds, tout ça. Ouais. Comment t'expliques du coup d'avoir pris cette voie différente? Est-ce que c'est parce que d'avoir pris ce développement plus organique Mais en fait c'est simple, hein, c'est qu'on est reparti avec les mêmes personnes, ouais. Et on a tout fait dans l'autre sens. Donc on s'est dit tout ce qu'on a fait sur la première boîte, on a fait pour toutes les erreurs possibles et inimaginables, tout ce qu'il ne fallait pas faire on l'a fait. Donc on s'est dit maintenant on va prendre. Alors, ce qui est un peu bizarre c'est qu'on ait pris les mêmes personnes et qu'on ait fait l'inverse. Généralement c'est comme dans un couple, quand ça marche mal, tu as plus tendance à te séparer qu'à repartir et dire ça va marcher. À nous, parmi les associés, on est 2 frères. Donc déjà, si tu te sépares de ton frère, c'est quand même plus compliqué. Mais non, je pense qu'on n'est pas des génies, on est des gens pragmatiques. On n'est pas obstinés, on ne pense pas avoir les idées du siècle, on pense être des bons observateurs, on pense être des gros bosseurs, et on pense être des bonnes personnes pour fédérer des gens autour d'un projet. On avait réussi à fédérer autour du premier projet, alors que honnêtement, c'était une coquille vide, quand même, c'était un peu compliqué.
Voilà, on a juste été réaliste. Quand tu vends un produit et que tu fais pas d'argent, tu peux dire que les gens sont des cons et qu'ils comprennent pas ce que tu fais, mais à un moment donné, il faut toi te remettre en question. Mais je veux dire, les gens autour de toi, ils n'avaient pas forcément cette démarche où tu es parti un peu à contre-courant, du coup, enfin, c'est une... Ouais, je sais pas. C'est pas qu'on s'est coupé les autres. Bah, déjà, moi, j'ai bougé. En fait, quand j'ai monté la boîte Monsieur T-shirt, 2 mois après, je suis parti vivre aux États-Unis pour finir ma scolarité. Parce que j'ai pas fini ma scolarité. Donc, déjà, je me suis un peu éloigné de ça. Après, je suis retourné à Grenoble finir ma scolarité. Et en revenant de Grenoble, j'avais surtout pas envie d'aller à Paris et je pensais revenir à Bordeaux. Et moi, je suis de Bordeaux et je pense de retrouver son cercle d'amis d'enfance et compagnie te permet de t'éloigner aussi un peu de ce microcosme d'entre-soi un peu start-upper parisien, même si aujourd'hui on a plein de potes start-upper parisiens, enfin on a plein de gars qui s'entendent bien, et je les vois 2 fois par mois. Quoi. Quand je monte à Paris, je mange avec eux, c'est top, t'apprends plein de trucs et compagnie. Par contre, après, le reste du temps, on est au bord de la rocade dans un entrepôt à Lormont et on maille. Et c'est pas flashy, c'est sûr, mais ça peut marcher. Quand tu viens d'un entrepôt, t'as pas de grosses voitures devant, t'as pas de trucs claquants, voilà, on fait un métier de mettre les mains dedans, quoi. Mais bon, ça marche. Quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des séries limitées de t-shirts avec quelques marques? Ouais, c'est un bon axe de communication. C'est bien. Ouais. Quelque chose que... Nous, la box, par exemple, le premier mois, on l'avait fait, on avait limité à, je sais plus si c'était 100 ou 200 exemplaires. Et ça marche bien. Bah, tu crées la rareté, quoi. Donc c'est un truc tout simple. Après, si tu fais la série limitée, vends pas à 15 €, quoi. Sinon, t'as 2 modèles qui se répondent pas, quoi. Faut que tu vendes cher. Vu que tu n'offres pas beaucoup, il faut vendre cher. Mais si, c'est un beau modèle, on aime bien. On fera des choses là-dedans. On ne sait pas encore exactement l'angle et tout, mais c'est un truc qu'on aime bien. Il y a 2-3 marques qui font un truc sympa dans cette ligne-là. C'est un bon concept. Je pense. Ouais. Si demain tu devais tout recommencer, qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas si je ferais ça déjà. Franchement, vu que je suis arrivé là par hasard, je ne pouvais pas faire ça à la base. C'est vraiment le concours de circonstances et les opportunités qui vont amener à faire ça. J'irai pas bosser à la défense, ça c'est sûr. C'est-à-dire que ça m'a quand même motivé à faire ça, c'est que moi quand j'ai vu tous mes potes partir bosser en audit, alors je suis pas fâché avec eux, j'étais encore avec eux ce week-end et compagnie, pas de soucis. C'était pas fait pour moi, c'était pas possible. Moi j'ai besoin d'un job où je peux prendre l'initiative, où je peux aller vite, où tu n'as pas besoin d'avoir 35 ans avant qu'on t'écoute. Voilà, ça c'est pas possible. Et si je devais recommencer, j'apprendrai à coder. Honnêtement, parce que ne me posez pas de questions techniques, moi je suis là, je connais rien. C'est-à-dire que je fais une boîte, on vend sur internet, je sais pas coder, on vend des designs, je sais pas designer. Donc c'est quand même, tu pars avec un gros handicap, quoi. J'ai 27 ans et j'en fais 40. Au niveau de la chauffeur, tu pars et tu te dis bon, ça va être compliqué, quoi. Non, à refaire, c'est pas que j'éliminerai la première boîte, mais partir avec des idées plus simples en fait. Je pense que c'est vraiment le succès de cette seconde boîte, c'est qu'on a voulu faire simple, c'est poser les bonnes questions. On nous met dans le cas start-up et compagnie, on est des commerçants. On achète à un prix, on fait un peu de fabrication parce qu'on transforme et compagnie et on revend. Tu peux te gargariser à faire tous les événements start-up et compagnie, avoir tous les labels et compagnie, mais donc voir le truc un peu plus simplement, je pense. C'est un peu énorme en ce moment de voir les choses directement plus simples. Je sais pas si c'est énorme, mais c'est tout le temps. Ouais, mais. Dans le projet, on me dit peut-être ça, trouver un site. Ouais, mais en fait, il y a un souci en France sur les startups, c'est que les mecs qui te disent que ça gagne pas d'argent. À un moment donné, une startup, c'est une société. Le but de nos sociétés, c'est quand même de gagner de l'argent. Sinon, tu montes des assos ou des ONG. Mais, et en fait, maintenant, monter une startup, c'est devenu le couvert de. J'ai une activité professionnelle, mais qui ne gagne pas d'argent. Si le but, c'est d'être financé par un fonds, et en plus, je pense qu'il y a plus agréable. Quand tu es dépendant d'un fonds, tu dois bien dormir, mais peut-être pas tous les soirs quand même. Donc ouais, non, faire simple, faire plus simple, je pense qu'on va faire encore plus simple. Après quoi d'autre je ne peut-être pas à Bordeaux.
Portugal, parce que j'aime bien le Portugal, c'est tout. Quoi. Ouais, géographiquement, peut-être, je le ferai peut-être ailleurs. Et le produit, c'est le hasard. Quoi. Mais par contre, tu vois, je pense que je montrerai d'autres boîtes dans ma vie. Je ferai des breaks, des moments où je fais d'autres choses. Bon, moi, j'aimerais bien prendre un métier manuel et faire pendant 5 ans, être artisan manuel et pas gérer de monde. Je pense que je ferai des coupures entre. Parce que gérer 35 personnes au quotidien, c'est cool. Et ouais, c'est chiant. Sauf que nous, dans la boîte, on a la bonne idée, donc je suis associé avec mon frère. La RH, c'est ma meilleure amie. Donc c'est impeccable. Mon autre associé, c'est un ami. J'ai mon cousin qui travaille dans la boîte aussi. Donc c'est bien, tout n'est pas mélangé, c'est parfait. C'est vraiment super bien. Et non, il y a un autre truc qui est super chiant. Alors après, c'est peut-être moi. Alors c'est super gentil de la part des gens, mais dès que tu les vois, alors déjà, la boîte s'appelle Monsieur T-shirt, comme je t'ai dit, c'est Monsieur T-shirt. Donc c'est hyper agréable. Tu vois, je m'appelle Arnaud. Et parce que les gens sont curieux, ils aiment bien ce que tu fais, et ça c'est cool, il ne faut pas être con. Mais on parle trop de ça, quoi. C'est chiant. Je préférais parler plus de foot ou de trucs. On parle trop de ça, quoi. Mais dès que tu es entrepreneur, c'est génial. Bon, c'est bien, mais il n'y a pas que ça, quoi. Tu as envie de parler un peu d'autre chose. Ouais. 2 heures par jour. Il y a beaucoup de gens qui travaillent plus que nous. Beaucoup. La chance qu'on a déjà, c'est qu'on n'est pas à Paris, donc on ne fait pas de présentéisme. Donc le vendredi, on est comme tout le monde, à 17h, on a envie de partir. Et on part tous. Donc on ne demande pas aux gens de travailler chez eux le soir, on ne demande pas aux gens de travailler chez eux le week-end, et on ne le fait pas nous-mêmes, mis à part quand certaines périodes de l'année. Je sais pas, en temps effectif de travail, 50, 60 heures par semaine. Après, ça occupe mon esprit tout le temps, quoi. C'est le défaut. C'est que même quand vous ne travaillez pas, vous allez en ville, vous vous promenez le samedi, quand vous êtes dans un magasin, vous regardez comment ils sont positionnés, si d'un point de vue marketing c'est bien. Voilà, donc du temps effectif de travail, ouais, ça dépend des semaines, 50, 60 heures, sur des grosses semaines, ça peut monter à 70 heures. Mais enfin, on n'est pas la boîte où on se fait massacrer par le travail, et associés y compris, c'est pas ça, ça va, c'est pas très compliqué, quoi. C'est pas le hasard. C'est pas le but de ma question. Ma question, en fait, elle recouvre plus le fait quels sont les meilleurs profils dans le lancement d'une boîte. Ça veut dire que c'est bien d'avoir un financier, c'est bien d'avoir un commercial, c'est bien d'avoir un technique. Pour vous, ça a été quoi Nous, le postulat de départ, sur la première boîte, quand on s'est lancé, on avait 3 profils d'école de commerce. Donc des gens qui savent dire je sais tout faire et qui savent rien faire. Et je me mets dedans. Qui techniquement sont très légers surtout. Du coup, sur la seconde boîte, le postulat pour qu'on se lance, c'est de dire il nous manque 2 profils clés que nous on ne sait pas faire et donc on serait obligé de payer. C'est un développeur informatique et un créatif. Donc on a pris ce postulat-là d'avoir toutes les compétences nécessaires au développement de la boîte, qu'elle fasse 1 million, 2 millions ou 100 000 euros sur les 2 premières années. C'était ça notre point de départ. Si tu as de l'argent, si tu as quelques centaines de milliers d'euros, c'est pas dit que ce soit la meilleure idée de s'associer avec tous ces profils-là. Si tu peux les payer, des fois il faut les payer. Demain, si je remonte une boîte, je ne recherche pas à me mettre avec tous les profils nécessaires comme associé. Il y en a que je paye. Le salarié, je paye, c'est tout. Après, les profils idéaux, ça dépend vraiment du business. Se mettre des gens avec différents de soi, c'est super important. Pour la même raison que je disais quand on a lancé, de ne pas se retrouver avec des gens qui ont toujours la même pensée ou sinon qui s'entretiennent toujours ensemble. Alors, ça ne veut pas dire du coup tu vas passer toujours des super journées parce que tu vas être un peu au clash avec les personnes avec qui tu bosses. Moi, j'y pensais aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui cherchent à monter une boîte et être un peu comme l'enseignant-professeur dans la boîte, quoi. Écoutez-moi, j'ai le savoir et vous êtes les exécutants. Nous, on cherche que des profils meilleurs que nous. Et on a une vision très claire qui est de dire que demain, si quelqu'un peut être un meilleur président que la boîte que moi, j'aurai aucun problème à qui prenne la place. Y compris si je reste salarié, si par exemple je prends un poste n'importe quoi dans la boîte, au commercial n'importe quoi, s'il y a un profil meilleur que moi et qu'on est capable de l'avoir, on le prendra. Parce que la boîte, c'est pas juste moi. Notamment aujourd'hui, on a 35 salariés et on est plusieurs associés. Et on ne personnifie pas du tout la boîte.
Donc moi j'ai envie de te dire, c'est s'entourer avec, tant que tu peux, des gens meilleurs que toi. C'est le mieux. Si tu as plein de gens compétents et meilleurs que toi dans ton boîte, tu fais quoi au quotidien? Tout dépend de ta mentalité, mais moi mon plus grand plaisir, c'est pas de faire, mais c'est de voir des gens avec qui que tu as formé ou avec qui tu as des discussions qui font mieux que ce que toi tu fais, quoi. Moi mon point de départ c'est ça. Donc ça me dérangerait pas du tout d'avoir des gens qui soient meilleurs que moi, au contraire. Il y en a plein. Mais si tu veux, et j'y touche jamais, hein. C'est pour ça qu'on a monté une boîte qui marche sur ça, hein. C'est qu'aujourd'hui on a su s'entourer de gens bons sur un domaine particulier. Si c'est moi qui ai fait le design de la boîte, et je ne parlerai pas aujourd'hui, il n'y a pas de doute, quoi. Et même sur le dev, je ne sais rien faire. Donc mon job c'est de trouver des gens qui sont compétents, de trouver les façons de voir pour évaluer leurs compétences, tout en leur expliquant le projet, et ça c'est mon job de cadrer le projet et l'ADN du produit. Par contre c'est hors de question que je chapeaute toutes les activités de la boîte, quoi. Enfin c'est le pire, quand tu as un mec qui gère tout, pour moi c'est catastrophique, hein. C'est pour une seule raison, qu'une boîte c'est gérer du risque, et si ce mec-là est malade, comment tu fais? En gros, ta plus-value, c'était de donner une sorte d'identité à la boîte, Ouais, je pense. des valeurs, Ouais. et trouver les bonnes personnes. Ouais. C'est sûr que c'est pas le design ni le code, hein. Donc partant de là, chez négocier aussi, un petit peu. Donc c'est le facteur humain qui a vraiment fait aussi. Mais fais une école de commerce, comme ça tu sais rien faire, et après tu es obligé de dire aux gens, chez Fédéré par contre. Ouais. Le site à l'heure actuelle est fait en PHP et sur Presser. Ouais. Et j'ai voulu chercher un mec justement pour continuer des React. Ouais. Est-ce que c'est pour répondre à un besoin de la boîte ou est-ce que c'est juste pour être dans la différence? On refait tout, on recode tout. Les outils de front, les outils de back, on recode tout avec ce langage-là. Donc on a. Une raison particulière? Ouais, parce qu'au début, quand on s'est lancé, deux raisons. La première, quand on s'est lancé, on n'imaginait pas en arriver là. Donc c'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, on a rajouté plein de couches de logiciels supplémentaires. On fait tout en interne. Donc même les outils de production, toutes les machines qu'on achète, que ce soit des imprimantes numériques, tout ce que tu veux, on crée des logiciels qui permettent d'automatiser des choses et compagnie. On ne pensait pas en arriver là, parce qu'on n'avait pas la vision que là. Donc on a agrégé plein de petits trucs qui aujourd'hui font que le tout est un peu difficile à entretenir. Donc tu as le choix. Soit tu deviens une administration publique avec des logiciels obsolètes et que tu traînes des Windows XP, soit tu te dis, pour avancer plus vite, il va falloir faire un break et pendant 6 mois, on ne va pas sortir de grosses fonctionnalités et compagnie. Par contre, on va tout recoder et on va recoder avec un langage beaucoup plus souple, avec un code qui va prendre en compte ce qu'on est aujourd'hui avec cette vision globale actuelle. Et après, on va aller beaucoup plus vite sur notre développement. Je vais donner un exemple. On a 3 sites e-commerce aujourd'hui, on a 3 bases de données. C'est quoi l'intérêt? Aucun. Voilà. Il n'y a pas de panier commun entre les sites, ce qui est une énorme connerie, parce qu'on a quand même beaucoup de clients qui achètent pour l'homme et pour la femme. Donc, on pouvait encoder en PHP. Du coup, je voulais juste demander par rapport à cela, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur la façon dont tu recrutes des gens, comment tu les trouves et comment tu arrives à voir un petit peu. On a 2 critères qu'on dit ouvertement au candidat quand il vient en entretien. Il faut qu'il soit bon. Donc suivant le métier, les devs, il y a des tests techniques. Notre CTO est dingue. Donc il en jette beaucoup de tests techniques. Il est très exigeant. Donc il faut passer de ces tests techniques-là. Et le second critère, c'est d'être sympa. Pourquoi être sympa? Non pas pour un truc idyllique et compagnie, mais en fait, on est des gens, on n'a pas beaucoup d'expérience à la base, on n'a pas géré des dizaines de boîtes et compagnie, et on met beaucoup d'affect et d'humain dans ce que l'on fait. Et simplement, on est de très mauvais managers avec des gens avec qui on n'arrive pas à s'entendre. Donc c'est un truc tout con, mais on ne sait pas faire. Donc même si le mec, s'il y avait un commercial qui est un génie, qui te ramène un chiffre pas possible et qu'on n'arrive pas à s'entendre, on ne sait pas faire, on n'arrive pas à bosser avec lui. Donc on se ferme des portes, sûrement, avec ça, mais on ne sait pas faire. Donc du coup, c'est les 2 critères qu'il y a. Il n'y a pas de question d'âge, ni de sexe, ni d'études. On s'en fout. Il y a des gens qui n'ont 0 études chez nous et qui se retrouvent managers de gens qui ont des bac plus 5, alors que le mec a 0 études, il a 23 ans. Il n'y a pas de. Ça marche pas.
Ok. On fait un entretien, tu Cos. leur mets une petite branlée à Smash Bros. Alors moi je suis nul à Smash Bros, donc je m'éclipse un peu justement pour pas être ridicule, parce que quand même quand tu es président de la boîte, il faut garder un petit peu le statut. Non, plutôt un ping-pong quoi. Ping-pong je peux challenger un peu, mais Smash Bros je suis catastrophique à ce moment. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.